vous remercie déjà à tous pour vous être inscrits à ce webinaire où avec Anya donc de la RACT, nous allons vous présenter une action sur laquelle on vous propose de vous engager. C'est une action qui fait suite à un appel à projet de la DRETS, donc que nous avons remporté en partenariat avec la RACT. Auvergne-Rhône-Alpes. On n'a pas pu avoir la présence de la DRETS pour l'introduction, mais juste pour vous situer un petit peu, ce projet s'inscrit dans une démarche en fait qui s'appelle, dans un programme de financement qui s'appelle le BOB 111. C'est une démarche de soutien, il l'appelle démarche de soutien aux actions partenariales en matière de santé au travail et de développement du dialogue social et de la négociation collective. Donc, vous voyez, il est très empreint dialogue social. La ligne de programme, qui s'appelle BOB 111 pour la partie technique, elle est intitulée l'amélioration de la qualité de l'emploi et de relations du travail et de l'emploi. Et du coup, également, par rapport à ce qui vous concerne, vous, plus les EA, et notamment le CEPOM qui vous lie avec l'État, le contrat qui vous lie à l'État, avec l'État. Pour certains, vous venez d'achever ou vous êtes encore en train de finir la rédaction de ce fameux contrat, le CEPOM. Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, si vous êtes en plein dedans, vous le savez par cœur, mais il vous demande de montrer en fait ce que vous faites en termes d'accompagnement socio-professionnel. La prévention, le maintien en emploi fait partie de l'accompagnement socio-professionnel également. Donc voilà, c'est une démarche bien sûr plus globale, mais ces actions de prévention peuvent complètement s'inscrire dans l'accompagnement socio-professionnel que vous faites. Qu'est-ce que vous faites pour en matière de santé et de dialogue social et de qualité de l'emploi pour maintenir les personnes en emploi et lutter du coup contre la désinsertion professionnelle. Voilà, ça c'était la petite introduction par rapport à cette action qui fait suite à un appel à projet. Maintenant, si vous voulez bien, je vais vous présenter le projet. Donc, le projet, du coup, je vous ai dit, c'est dans le cadre d'un financement de la DRETS. Donc, on est ensemble avec Anya Lehmann de l'ARACT Auvergne-Rhône-Alpes qui va co-animer avec moi ce webinaire. Donc, je vais commencer pour la partie UNEA. Après, Anya développera la partie qui concerne l'ARACT. Et en fait, pendant tout ce projet, en fait, on travaillera en partenariat avec l'ARACT. Donc, on sera vos interlocutrices avec Anya et puis on verra après, parfois, il y aura peut-être d'autres interlocuteurs. Donc, pourquoi ce projet ? Les objectifs, c'est d'engager les entreprises adaptées dans une prise en compte et dans le développement de leur politique de prévention des risques professionnels dans leurs activités. Ça va nous permettre d'explorer le champ de la prévention primaire avec quelques EA volontaires. Alors, on reviendra plus tard sur justement la définition de la prévention primaire, voir si pour vous c'est clair ce qu'est la prévention primaire, voire la secondaire, etc. Ça a pour objectif d'expérimenter quelques actions concrètes pour aboutir à une première production d'outils et puis de transférer au plus grand nombre d'EA pour diffuser en fait la culture de la prévention en entreprise adaptée. Cette action, elle a vraiment vocation à agir comme un starter, constituer un premier noyau d'EA et ensuite l'élargir au plus grand nombre. On va vous proposer quelques réflexions collectives sur l'intérêt de la prévention, notamment sa définition, ses enjeux, et puis à quoi vous êtes confrontés au quotidien.
Sans oublier, alors vous, là, vous êtes souvent des dirigeants, mais il y a aussi, à ne pas oublier, les encadrants, notamment de proximité. Enfin, il y a les fonctions support, bien sûr, mais il y a les encadrants de proximité et savoir justement comment c'est pris en compte au niveau des, euh, de ces encadrants dans leur quotidien. Comment ils sont formés et de quelle prévention on parle quand on parle de la formation des encadrants. Et donc, on vous propose dans un premier temps, on n'est pas très, très nombreux, mais suffisamment pour que ce soit intéressant, de nous dire juste en un mot la prévention, quand on vous évoque comme ça, la prévention des risques professionnels, qu'est-ce que vous associez à ça? Quel est le premier mot qui vous vient un peu à l'esprit? Vous pouvez ouvrir du coup vos micros et intervenir. N'hésitez pas à prendre la parole. Par- Bonjour Patricia Gros-Andichère. Moi je dirais écoute, signaux faibles, signaux forts. Oui. Oui, bonjour, Laurent Bongiorno, DSI. La prévention, pour moi, c'est la base de la qualité de vie au travail. C'est la base ou la baisse? La base, La on base, parle de ok. productivité, mais je pense que le minimum syndical qu'on doit garantir à nos collaborateurs, hein, c'est au moins de leur garantir de rentrer chez eux pas en moins bon état que ce qu'ils sont arrivés le matin, quoi. Ok. Antoine Soltner, SNI. Moi, je pensais à la formation, à la formation, à la sensibilisation effectivement de l'encadrement sur les risques spécifiques aux entreprises adaptées au public. Et qui sont pour vous les risques spécifiques? À quoi vous pensez? Non, justement, c'est que je pensais à la santé mentale, Mhm. des risques qui sont pas forcément très bien connus, très bien identifiés et sur lesquels on peut faire mieux de notre côté, quoi. Voilà. Ok. Donc, Patricia Gros à nouveau. De notre côté, on a formé toute l'équipe au TSA. On a eu des interventions sur le sujet qui ont vraiment été appréciées. Et là, on réfléchit à former tout un groupe sur, effectivement, je rejoins sur ce que disait Antoine, sur des secouristes en santé mentale. Mhm. Moi, je rejoins mes collègues. Philippe Robard, directeur des établissements APAT. Sensibilisation, formation régulière, formation continue à tous ces éléments-là, SST, TSA, formation sur les machines-outils aussi. Mhm. Ok. Donc, on va apparaître aussi bien des notions plutôt de santé mentale, enfin de risques psychiques que de risques physiques, en fait. Et puis, évidemment, des UERP, hein. Oui, effectivement, ça va un peu de pair. Et on a aussi quand même déjà entendu QVCT. Très bien. Oui. Juste, pardon. Oui, allez-y. David Young, Cap-Vert, je vais être un petit peu moins dans la nébuleuse, mais moi derrière, il y a un risque financier aussi. Dans le sens où effectivement, je suis complètement sur tout ce qu'il faut prévenir et mettre en place des choses. Mais dernièrement, j'ai remporté, si on peut dire remporté, je sais pas quel est le bon terme, un prud'homme. Mais j'ai quand même, comme toute personne comme tout chef d'entreprise qui gagne un prud'homme, ben, j'ai dû payer parce que j'aurais dû encore prouver que dans mon établissement, le harcèlement était enfin, on protégeait nos salariés du harcèlement. Aujourd'hui, clairement, on n'est pas dans le monde des bisounours. Nos salariés ben, peuvent nous attaquer et la première chose sur laquelle ils font, il y a 30 ans, on avait mal au dos, maintenant on est harcelé. Et ben, faire toutes ces préventions et en avoir les preuves peut nous garantir un petit peu de sécurité mentale à nous, gérants et chefs d'équipe. Donc, ça participe à la réduction des risques juridiques et les enjeux financiers liés à ça. C'est très bien résumé. Voilà. Merci. Merci. Ok. Et ben, ça commence déjà à aller un peu sur la deuxième question qui était en fait, si aujourd'hui vous vous intéressez à mettre en place ou à renforcer votre démarche de prévention des risques professionnels, à quel type d'enjeu est-ce que ça doit répondre chez vous? Donc là, on a un petit sondage pour vous où vous pouvez nous partager de manière anonyme
Pourquoi en fait vous vous intéressez à la question. On a prévu bien sûr la case autre et c'est ce qui va aussi nous intéresser dans la mise en place. Tout le monde voit? Vous pouvez commencer à voter? Oui. Ok, je vois que ça avance. Mais- On ne peut pas avoir des réponses multiples. C'est ça qui est dommage, parce qu'en fait, il y en Ouais. a plein hein, qui sont vraies. Ah, Hein. pardon. Vous voulez recommencer? Ah oui, Ah, Ouais, c'est vrai qu'on avait vu que ce serait multiple, ça. ah oui. oui. Euh, Tu peux changer? je pense que je peux changer encore, oui. Je vais voir. Ouais, ça va prendre un peu de temps, donc est-ce que c'est réellement utile? Oui, parce que j'ai dû refaire en urgence, on avait quelques problèmes et du coup, Parce que globalement, on peut tout cocher. Donc à ce moment-là, on met autre et on dit on coche tout. peut-être Ouais, ou alors on choisit celui qui est le plus, qui vous paraît l'enjeu numéro un. oui, Il peut y on avoir va ces dire deux ça, solutions. parce que oui, effectivement, Ouais. parce que là, ça va prendre du temps de tout relancer, Ouais. donc L'enjeu numéro un, ouais. Mm. ok. Et même, j'arrive même plus à relancer. Ouais, mais l'enjeu numéro un, ça dépend si on se place, à quelle position on est. Donc c'est compliqué de répondre. Bah, Moi, vous en tant que c'est pas- dirigeant, Pardon? vous en tant que dirigeant, Moi, j'en ai pas un seul. Je peux pas dire qu'il y en a un bah, prioritaire. l'armée autre, Hein. armée autre. Ouais, ça fausse complètement là. Hein. Ok, bon, bah, on va discuter. Mais autre. Et puis s'il y en a qui ont un enjeu, voilà, on va mettre comme Ouais. ça. Il faudrait que j'arrive à le relancer, ce serait pas mal. Ah oui, tiens. Bah, sinon, ah voilà, ok. Ah Bon, non, là, on voilà, a les les premiers, résultats. s'ils ont répondu, mais peut-être qu'il faut que je passe par Bah, là sinon, après, on pour va le faire en. réinitialiser. Mais sinon, bon, on a déjà un peu abordé les questions. On Sinon, on va peut faire tout ça pour ça. le lire et le faire, voilà, le faire ensemble collectivement. Et Ok, faisons ça. Voilà ce qu'on avait prévu comme choix. donc, à quel enjeu ça répond recruter, financier, notamment à travers les taux accidents du travail, maladies professionnelles. Ça permet de réduire l'absentéisme et donc de maintenir la production, soutenir l'accompagnement socio-pro, prévenir les inaptitudes, favoriser le maintien en emploi ou autre. Pour ma part, j'ai pas eu le temps de répondre, voilà, du coup. Et moi, j'aurais mis autre et tous. Voilà. Ok. Oui, moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit, je ne sais pas qui, j'ai plus le nom de la personne qui a intervenu tout à l'heure, mais effectivement, la protection de l'entreprise, c'est essentiel parce que risque financier, risque pénal, voilà, il y a quand même de gros risques derrière, qui, pour le coup, au-delà de la protection de l'entreprise, c'est la protection des autres emplois indirectement. Parce qu'une entreprise qui a beaucoup à payer, qui doit fermer, ne peut plus garder ses autres salariés. Ouais, c'est totalement ça. C'est totalement ça. Puis ça tombe toujours au moment où l'entreprise n'est pas au mieux, on va dire. C'est rarement quand on a les caisses qui sont pleines qu'il faut ressortir de l'argent pour des choses souvent malveillantes en plus. Mais bon, ça engage que moi. Parce que là, on parle des salariés, mais on parle pas assez des dirigeants. Je suis d'accord avec David. Nous, on subit une pression et des choses qui sont parfois violentes. Hein. Et les dirigeants sont complètement exclus et mis à part, ce qui n'est pas normal. Sachant que nous aussi, on peut être en situation de handicap, ce qui est mon cas. Voilà. Ok. J'ai pas de RQTH, mais ce que j'ai vécu l'année dernière m'a fait flirter avec le burn-out et effectivement, on est seul au monde. Oui, moi j'ai le cas depuis, j'ai eu 2 mois aussi très très dur début janvier, février là, et j'ai cru que j'abandonnais mon entreprise, qui va pourtant bien. Effectivement, on parle Oui, beaucoup des salariés dans ces contextes-là. On parle un peu moins aussi
des managers encadrants et dirigeants. C'est Mais, justement la démarche que VCT, la démarche qu'on va proposer, elle est pour tous en fait. Elle n'est pas que pour C'est les global. salariés. Elle est au bénéfice de tout le monde. En tout cas, elle a cette ambition-là. Mhm. ouais, excusez-moi, moi j'ai un petit avis là-dessus, là, sur ce truc-là. Moi, je pense qu'une prévention qui est maîtrisée, donc alors le risque zéro n'existe pas, mais plus on a un niveau de maîtrise sur notre prévention des risques professionnels, plus en tant que dirigeant, on vit tranquille. C'est-à-dire, si on compte que sur la chance pour éviter l'accident de travail, c'est bien, mais c'est un peu stressant. Si derrière, on a des process qui sont en place, maîtrisés, suivis, actualisés régulièrement, ben, on réduit vraiment le risque. Et je pense que la charge mentale sur ce sujet, qui est quand même important, elle diminue drastiquement. Mm. Ah, il y a les accidents du travail, mais nous, ce qui nous concerne le plus, ça va être les maladies mentales ou psychiques lourdes. De gens, on a eu quelqu'un qui buvait, donc qui était alcoolique, qui était en dépendance très forte à la cigarette au point de s'arrêter toutes les demi-heures, qui avait fait plusieurs tentatives de suicide. La personne, au bout de 6 mois dans l'entreprise, elle s'est sentie harcelée par ses collègues, pas par les managers. Et là, on a un prud'homme sur le dos. Donc, je rejoins ce que dit un David. On a beau mettre en place aussi plein de choses, même si on n'en est pas responsable, on se prend parfois des trucs qui sont, voilà, qui sont complètement fous. Et là, on a besoin, nous aussi, en tant que dirigeants, d'être protégés. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent répondre par rapport aux enjeux? Bon, moi, si je peux me permettre, Et Marc? Marc Comte de Scopnel, déjà désolé du retard, j'attendais sur la réunion Teams Ah oui. où j'ai attendu longtemps. Oui. Euh, euh, Par rapport à la prévention des risques pro, j'ai pas réagi à la première question sur l'intérêt et notre vision en tout cas. Je, 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 je- je rejoins les avis de tous. J'abonderai juste sur la partie obligation de l'entreprise dans la mesure où on a une obligation quand même de sécurisation de nos salariés. Donc la prévention des risques pro est un outil de la sécurisation de nos salariés du point de vue obligation légale. Mm. Oui, Euh, ça Concernant, paraît bien dans la case des enjeux aussi, l'obligation légale, oui. ouais, et ces enjeux-là, justement, la prévention pro, je ne sais pas si vous êtes confronté à ça également, mais nous, de plus en plus, ça vient rejoindre la partie financière via les taux ATMP notamment. C'est aussi la partie inaptitude. Euh, Je ne sais pas si vous êtes tous confrontés au même phénomène, mais depuis deux bonnes années, on est confronté à un nombre d'inaptitudes prononcées par le service de santé au travail qui est impressionnant pour des salariés, enfin, notamment enfin, des origines, en tout cas, d'inaptitudes qui sont généralement du fait du passé ou de l'expérience de la vie antérieure du salarié avant qu'il ne rejoigne nous, EA, qui sommes généralement en fin de parcours professionnel de nos collaborateurs. C'est-à-dire qu'on est généralement la dernière étape avant la fin de carrière de nos collaborateurs qui ont eu des expériences passées avant, qui ont fait qu'aujourd'hui elles seront connues en situation de handicap. Euh, mais en tout état de cause, l'inaptitude prononcée in fine chez nous, même si la personne n'est pas reconnue inapte du fait de son travail chez nous, c'est nous qui sommes, enfin, qui sommes confrontés à payer cette inaptitude, en tout cas ce licenciement pour inaptitude, et nous, du fait de la multiplication de ces inaptitudes-là, elles commencent à nous peser vraiment lourd financièrement. Mhm. C'est un peu l'inaptitude un peu importée, c'est ce que vous voulez dire. C'est Vous êtes ça, et nous, vraiment en tant que payé A, je pense pour qu'on a, d'autres, en enfin, je fait. pense que l'UNEA aussi, on a un travail à faire dessus, je pense, sur ces inaptitudes-là, parce qu'elles sont, on subit, en tout cas, le passé et les expériences passées du collaborateur qui ont subi des accidents de travail ou autres qui ont causé la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Moi, je rajouterais qu'il y a un autre type d'inaptitude. Nous, on le voit chez nous, des inaptitudes liées aux médecins du travail. C'est-à-dire qu'on a eu un médecin du travail, nous, pendant très longtemps, qui n'en prononçait quasiment jamais.
On en a depuis 1 an et demi, il en prononce systématiquement dès que la personne lui demande. Et ça, c'est pas normal aussi. Donc, je pense qu'il y a aussi une action de l'UNEA et de l'ARACT à apporter auprès de la médecine du travail en général. Ok, alors là-dessus, on va pas. C'est vrai que c'est pas non plus l'inaptitude. Effectivement, on en parle quand même souvent. C'est pas exactement l'objet là de la présentation aujourd'hui. Là, on va vraiment être sur la prévention des risques et ce que vous pouvez faire, comment vous vous l'appropriez. On va du coup, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent répondre par rapport aux enjeux, les enjeux pour rencontrer. J'entends bien ce que vous avez dit sur l'inaptitude et c'est vrai que ça fait partie quand même des combats de l'UNEA depuis un moment, ce taux ATMP à ne pas faire supporter qu'au dernier employeur qui est souvent le A. Effectivement, nous on est quand même convaincus qu'une meilleure prise en compte, enfin une prise en compte et un travail où aussi on ne va pas embarquer que le dirigeant, mais on en parlera après aussi, voir comment on peut embarquer toute l'entreprise et notamment le CSE sur cette action de travail sur la prévention. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient s'exprimer sur les enjeux, voilà, qui avaient des choses à nous rapporter avant qu'on avance? Oui, sinon vous aurez de toute façon une autre occasion de vous exprimer parce que on va vous montrer juste après, mais on va vous adresser aussi un questionnaire en ligne qui porte en partie sur ces enjeux-là, vos remarques sur la démarche de prévention en général, vos attentes. Donc vous aurez une autre occasion parce que voilà, on va avancer un peu. Donc dans le cadre du projet, voilà nos modalités d'action. Voilà, les modalités d'action de cette action en particulier. Donc, il y a plusieurs niveaux d'engagement qu'on propose aux EA. Donc, déjà, cette action, elle est ouverte au plus grand nombre. Donc là, le webinaire plus le questionnaire en ligne, il va être envoyé à toutes les EA. Donc, on ne fait pas de distinction entre les EA adhérentes et les non adhérentes. Parce que c'est un appel à projet qui est cofinancé par la DREETS, donc elle s'adresse à tout le monde. Après, on verra un petit peu plus loin qu'il y a quand même quelques différences. On propose donc des temps collectifs de partage d'expérience et de co-développement en présentiel ouverts à 8 EA. C'est sûr qu'on est obligé de le restreindre pour avoir une qualité de travail plus importante, parce que si on est trop, ça ne va pas être possible. Ensuite, des temps d'appui individuels pour un noyau resserré de 4 EA. Ces temps d'appui se feront dans le EA, mais on pourra aussi proposer de la visio pour des points d'évancement courts, mais on sera quand même vraiment en présentiel dans ces 4 EA. Et puis, la production de fiches conseils et d'un guide diffusé à un public plus large possible et qui sera restitué lors des journées territoriales des EA au printemps 2026. Alors, les différentes étapes que l'on vous propose, je vous dis d'abord, il y a un webinaire de présentation du projet. On va vous envoyer un questionnaire sur les démarches de prévention en EA. Pour mieux connaître vos démarches actuelles, vos préoccupations et souhaits de thématiques pour les ateliers et vos candidatures pour intégrer le projet proposé. Donc, on va ensuite, en fonction des réponses au questionnaire, faire des entretiens pour voir qui on embarque dans le projet parce que faudra faire un choix puisque c'est restreint. Pour le premier cercle des 4 EA là, dont je vous ai parlé, pour lesquels il y aura vraiment un appui individuel, il y a 3 jours d'appui individuel au groupe de travail, donc qui sera fait par l'ARACT et l'UNEA. Ensuite, il y a un deuxième cercle de 8 EA pour lequel il y aura des ateliers collectifs. Et puis le troisième cercle, ce sont toutes les autres EA pour qui on fera un webinaire. Il y a eu ce webinaire-là où on peut échanger. Et puis, il y aura aussi, une fois qu'on aura avancé, un webinaire collectif qui sera proposé. Donc, pour les EA du premier cercle et celles du deuxième cercle, donc c'est 12 EA, on proposera 3 ateliers collectifs. Qui seront des ateliers de co-animation UNEA, ARACT, mais aussi d'autres partenaires en fonction des thématiques choisies
qui peuvent être les services de santé au travail, la CARSAT, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, Kéops, AGEFIP, voilà, en fonction des thématiques. On verra quels sont les partenaires qui co-animeront avec nous ces ateliers. Et ces ateliers collectifs permettront de contribuer au développement d'une culture de prévention et de rédiger des fiches conseils, des guides, pourquoi pas des conférences, un séminaire régional, voilà, pourquoi ça, il peut y avoir plusieurs idées. On voulait quand même vous préciser ce que ce projet était et ce que le projet n'était pas, hein. Donc, il propose une démarche de prévention qui ne s'arrête pas aux risques primaires. Voilà, les risques primaires, on verra un peu plus tard avec Anya ce que sont les risques primaires. Voilà. Une réflexion sur la construction d'une organisation du travail favorable à la santé des personnes et à la performance globale de l'entreprise. Un partage et des réflexions sur vos DURP, Patricia y a fait référence, et la mise à profit de ce DURP dans votre démarche opérationnelle. Et il propose aussi d'explorer les 6 dimensions de la qualité de vie et des conditions de travail, là, ce qu'on appelle la QVTC. Et Anya vous expliquera un petit peu ce que l'on met derrière la qualité de vie au travail. Par contre, ce que le projet n'est pas, ce n'est pas le financement de votre démarche ou de vos équipements ou aménagements. Ce n'est pas la recherche d'une solution technique à un problème de prévention propre que vous avez. Ce n'est pas non plus là pour résoudre une situation de crise ou un atelier de rédaction de votre DURP. En revanche, on en parlera, hein, comme on l'a vu dans ce que propose, des réflexions sur vos DURP. On pourra vous donner un avis. On pourra aussi voir, enfin, je dis le groupe, hein, collectivement, comment vous l'intégrez dans votre démarche opérationnelle et peut-être comment vous pouvez peut-être mieux l'intégrer si aujourd'hui vous avez l'impression qu'il y a des choses à faire. Mais voilà, c'est important d'être bien au clair sur ce que le projet est et ce que le projet n'est pas. Au niveau du calendrier provisionnel, hein, donc aujourd'hui, on fait le webinaire d'information et un appel à manifestation d'intérêt derrière qui se fera au biais d'un questionnaire. On va traiter les candidatures en comité de pilotage. Ensuite, présenter le programme du calendrier. Ensuite, il y aura un diagnostic et un plan d'action avec 4 EA bénéficiaires de juillet à septembre. Ensuite, le lancement des ateliers de septembre à décembre. Ensuite, un bilan intermédiaire avec des rendez-vous avec les EA et du INEA. La production de livrables et puis la restitution aux EA lors des JT2A, notamment en avril 2026. Voilà pour le programme. Donc, ça demande un engagement. Alors, ça ne va pas être tous les jours, mais vous voyez qu'à partir du moment où on s'intègre dans cette action, ça veut dire qu'on s'engage à participer aux temps qui sont proposés. Et c'est pour ça aussi qu'on a conçu le projet en 2 strates d'engagement, si je peux dire. Donc, le premier niveau, c'est on vient à 3 ateliers collectifs, on participe à la rédaction, enfin à la présentation des outils, etc. Mais le cœur du réacteur, entre guillemets, ce sont 3 ateliers collectifs, donc 3 matinées. Et la deuxième strate d'engagement, c'est d'aller un peu plus loin, de constituer un groupe de travail en interne dans l'EA et d'être accompagné, et donc libérer du temps individuellement par l'UNIA et l'ARACT. Donc, ce qui nécessite à peu près un engagement déjà en termes de présence de temps de travail à hauteur de 3 jours. Ce n'est pas forcément 3 jours entiers. Entiers, ça peut être 6 fois une demi-journée, par exemple. Ça peut se découper en petits points d'avancement, mais on va dire que c'est l'équivalent de 3 jours. Et évidemment, il ne suffit pas juste d'être présent dans ces temps de travail, mais il faut initier une démarche, un chantier, quelque chose au sein de l'EA dont on pourra discuter ensemble et le faire avancer ensemble. Donc, c'est un engagement plus important si vous souhaitez rejoindre le noyau resserré des 4 EA qui auront, en plus des temps collectifs, un appui individuel. Donc, de mon côté, je ne sais pas si l'ARACT, vous connaissez tous. Donc, je vais vous présenter juste vite fait qui nous sommes, d'où nous parlons.
pour ensuite vous transférer quelques notions de base sur la QVCT, telles que le réseau ANACT-ARACT conçoit la notion. Alors, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, donc l'ANACT, a été créée il y a maintenant un peu plus de 50 ans. C'est un établissement public qui est sous la tutelle du ministère du Travail, avec la particularité d'être administré par les partenaires sociaux, donc à la fois côté employeur et côté salarié. Le siège national est à Lyon 6, et nous avons 16 délégations en région, dont nous faisons partie, dont je fais partie, l'ARACT Aura. Et donc, nous aussi, nous sommes à Lyon, en plus d'avoir une antenne à Clermont. Mais c'est pas deux établissements séparés aujourd'hui, c'est un seul et même réseau. Donc, l'ANACT, un peu la tête, siège, et puis les ARACT dans les régions. Donc, notre cœur de mission, c'est toujours de porter le sujet de l'amélioration des conditions de travail en favorisant des démarches qui agissent sur l'organisation du travail même et sur les relations professionnelles en équipe, entre l'encadrement, l'équipe, entre la direction et l'encadrement. Donc, vraiment de favoriser le mieux travailler ensemble. Donc, nos sujets, le grand chapeau, entre guillemets, c'est la QVCT, mais elle se décline, elle aborde différents champs et peut donc se décliner aussi dans des approches de type égalité professionnelle, dans la prévention des violences sexistes et sexuelles au travail. On a une approche, par exemple, aussi des préventions de risques, de l'usure professionnelle, mais aussi des conduites addictives. On a des thématiques autour des relations sociales, le dialogue social, comment améliorer le fonctionnement d'un CSE, comment le mettre en place. On écoute évidemment les enjeux des PME pour lesquels on est censé travailler majoritairement, et elle nous parle beaucoup de difficultés de recrutement, de fidélisation, de turnover, de profils décalés, etc. Donc, on a également une thématique autour de ça. Et puis, on s'intéresse, et c'est notre rôle principal, c'est de nous saisir de toutes les mutations et évolutions qui vont affecter le monde du travail. Donc, on a parlé télétravail bien avant la crise de Covid, mais on s'intéresse aujourd'hui beaucoup à la transition écologique. Travailler par de chaleur, par exemple, comment on peut continuer à faire des travaux routiers alors qu'il fait 40 degrés très tôt dans la journée. Et on s'intéresse beaucoup aussi à la transformation numérique et notamment à l'impact de l'IA sur les différents métiers, sur notre façon de travailler. Alors, sur la QVCT, quelques notions. Alors, la QVCT, elle revêt en fait 3 dimensions. C'est-à-dire, il y a des ambitions. Pourquoi, en fait, je souhaite mettre en place une démarche type QVCT? Sur quoi est-ce que je veux agir, étant donné que quand on est en PME, on ne peut pas tout aborder en même temps, donc il va falloir choisir. Et selon quels principes et méthodes je fais avancer mes différents sujets. Et quelque chose sur laquelle je vais revenir, mais qui est vraiment importante, c'est le contenu en fait dans la démarche, ce que je fais, ce sur quoi j'agis, c'est aussi important que la manière dont je mène cette action. Et on entend par manière de mener l'action, notamment le fait d'être dans un mode on va dire, participatif, de faire parler les salariés de leur travail, de les associer aux démarches. Ce n'est pas quelque chose qui se conçoit sur le bureau du dirigeant, en fait. Ça serait vraiment le contresens total d'une démarche QVCT. C'est vraiment dans l'esprit, on avance ensemble en partant de l'hypothèse que chaque salarié, à la base, vient pour faire un travail de qualité. Après, on n'a pas tous la même définition de c'est quoi un travail de qualité, mais c'est quand même, on part de ce principe-là et on va aussi partir du principe que ceux qui connaissent le travail, la manière dont ça se déroule réellement dans l'atelier, les imprévus, les aléas, etc., auxquels il faut faire face, c'est ceux qui font ce travail-là qui le connaissent le mieux et qui, du coup, aussi peuvent faire des propositions d'amélioration. Aujourd'hui, en fait, on a relooké un peu ce qu'on appelait avant la marguerite de la QVCT. Maintenant, c'est devenu une rosace.
On a tenu compte aussi des évolutions dans le monde du travail. Donc, les 6 sujets de la QVCT se présentent maintenant de cette manière-là. Et sans rentrer trop dans le détail, je vais vous donner un peu à voir ce qu'on met derrière chacune des pétales. Vous aurez le support, vous pourrez lire ensuite l'intégralité tranquillement. Donc, on va commencer par la santé au travail et prévention, puisque bah, c'est le sujet même, le titre de notre projet. Donc, c'est vraiment progresser en matière de prévention primaire des risques professionnels à tous les postes de l'entreprise. Et quand on parle de prévention primaire, ça implique une approche collective. Ce n'est pas une approche centrée sur un individu. C'est vraiment de manière collective, comment peut-on faire pour faire cesser en fait les dangers, qu'ils soient physiques ou psychiques, dans l'entreprise. C'est vraiment cette strate-là, en fait, qui visait. Donc, on s'assure que l'organisation du travail et le management favorisent la santé au travail, y compris, enfin, pas uniquement la santé physique, mais aussi la santé psychique de tous. Ensuite, on a le champ de l'organisation de contenu de réalisation de travail. Donc, c'est ce que je disais précédemment. Donc, vraiment, un des objectifs de la démarche QVCT, c'est de permettre à chacun et chacune de faire un travail de qualité dans de bonnes conditions. Et donc, ça implique aussi de se mettre d'accord sur nos critères de qualité. C'est quoi un travail de qualité? Et comment est-ce qu'on peut bien organiser le travail de manière à ce que chacun trouve aussi sens dans ce qu'il a à faire. Un autre objectif, c'est le projet d'entreprise de management, qui a quand même quelques particularités quand on est en EA, puisqu'il y a certes la productivité, la rentabilité, l'existence économique, mais il y a aussi cet aspect d'accompagnement socio-professionnel. La stratégie de l'entreprise en EA est particulière. Et donc, du coup, il faut aussi traduire ça pour tout le monde et mettre un peu de sens derrière ce qu'on affiche comme ambition. Et le traduire aussi dans ses manières de fonctionner. Ensuite, on a l'égalité au travail. En fait, c'est vraiment l'idée que la QVCT, ça concerne tout le monde, du dirigeant jusqu'au salarié fraîchement recruté. Mais elle vise aussi un accès équitable, par exemple, aux promotions, un accès le plus équitable possible à l'emploi, compte tenu des handicaps, de genre, de l'âge, etc. Donc, c'est également un champ de la QVCT que de travailler sur l'égalité. On trouve ici aussi des approches qui visent en fait plus de mixité de genre, notamment dans les ateliers industriels, par exemple, ou inversement, dans les professions du soin, ou qui sont très féminisées. On essaye aussi d'ouvrir à d'autres, enfin, aux genres autres que féminins. Ensuite, on a le dialogue professionnel, dialogue social. On a un peu entendu déjà que parfois, ça peut être un peu tendu. Donc, comment est-ce qu'on se parle du travail à différents niveaux de l'entreprise, que ce soit en équipe, avec le management, mais aussi en CSE, et comment on construit en fait des relations de qualité et de confiance. Et pour finir, les compétences et parcours professionnels. Donc là, c'est vraiment de favoriser en fait un parcours professionnel en santé de l'entrée sur le marché du travail jusqu'à sa sortie, on va dire naturelle, mais sous-entendu prise de retraite au moment prévu. Et donc aussi de favoriser l'évolution des compétences, l'adaptation des compétences au fil du temps, maintenir l'employabilité, etc. Prévoir aussi, ça peut jouer dans la prévention de l'usure professionnelle, construire un parcours qui s'adapte en fait aux capacités physiques et psychiques des personnes tout au long de leur présence dans l'entreprise. Voilà pour un peu les 6 champs de la QVCT. Et donc, la démarche, je vous ai dit, c'est aussi important que ce qu'on fait. Donc, la démarche QVCT, c'est vraiment, ça nécessite de faire une préparation, un cadrage, c'est-à-dire de trouver des sujets, un périmètre sur lequel on souhaite agir.
de dresser un état des lieux partagé, ça c'est important, que ce ne soit pas juste une personne qui décrète que ça se passe de telle ou telle manière chez nous, mais c'est donner un peu des repères collectifs et partagés. Ensuite, de se dire, voilà, là, on a des sources d'amélioration, on va expérimenter une autre façon de faire. On ne le grave pas directement dans le marbre, mais on se donne un temps pour tester. On en tire les conclusions. Et si on a, enfin, si on a visé bon ou si on peut ajuster, et bien seulement à ce moment-là, on passe à la phase de diffusion, pérennisation et puis dans un cycle d'amélioration continue. Alors, la QVCT, donc, ce n'est pas la gestion de crise, c'est pas un label qu'on peut afficher, c'est pas non plus juste la corbeille de fruits, des séances de yoga ou de massage. Hein. C'est un peu le nice to have, mais c'est pas une obligation. Et c'est pas non plus une révolution de l'organisation. C'est pas que l'entreprise libérée ou pas de hiérarchie où chacun choisit le nombre de jours de congé. Hein. Donc la QVCT, c'est vraiment une progression qui est propre à chaque organisation. Et c'est aussi élargir un peu son horizon, qu'est-ce qui fait performance. Peut-être que dans les EA, vous êtes déjà bien sensible aussi à la performance sociale de l'entreprise. Donc, décaler un peu le regard sur des seuls critères financiers. C'est également un fruit, mais un présupposé en fait de la démarche QVCT. Et c'est vraiment un travail sur le travail. C'est pas un travail sur l'individu. C'est vraiment une démarche collective, pas à pas. Maintenant, peut-être que vous allez vous demander, mais pourquoi elle nous parle de QVCT alors le projet s'intitule Prévention des risques? Eh bien, parce que ce sont des démarches qui ont pas mal de choses en commun, qui ont des repères communs, mais qui sont complémentaires et surtout pas à opposer. Donc, on peut structurer, on a fait 2 slides là pour vous donner à voir un peu selon qu'est-ce qu'ils ont en commun, qu'est-ce qui est complémentaire et qu'est-ce qui est différent. Par exemple, concernant le cadre réglementaire, aujourd'hui, seules quelques entreprises ont l'obligation de négocier un accord QVCT. Je pense que la plupart d'entre vous n'est pas concernée par cette obligation, alors que la démarche de prévention des risques professionnels est une obligation pour toute entreprise. On vient d'en parler initialement, il y a vraiment aussi un enjeu d'obligation légale qui n'existe pas dans la QVCT, qui reste plus une démarche volontaire. Dans les finalités, je viens de parler de la QVCT aussi comme levier et au service de la performance. Et c'est la performance globale de l'entreprise, donc à la fois sociale, environnementale, financière. Alors que, je caricature un peu, mais la prévention des risques professionnels, stricto sensu, à la rigueur, on n'a rien à faire du coût qu'elle occasionne. C'est une elle vise la santé et la sécurité des salariés et elle construit un système de prévention autour de cette seul axe-là. Dans le périmètre, ça c'est important à souligner, la sécurité santé au travail, c'est vraiment pour tous les postes, etc. C'est une obligation d'englober la totalité de l'effectif. Par contre, dans la QVCT, et c'est bien quand on est en PME, je pense, on n'est pas du tout obligé d'intégrer l'ensemble de l'entreprise dans cette démarche. On peut commencer par un périmètre qu'on définit, quitte à l'élargir après, mais on n'est pas obligé de faire tout en même temps et dès le départ. Donc, c'est plus accessible. Dans les méthodes et les principes, on dirait que, en fait, ce qui est important dans la démarche QVCT, c'est vraiment ce pilotage paritaire. D'ailleurs, vous serez invité à vous inscrire en binôme si possible, c'est-à-dire devenir vous dirigeant ou DRH, mais devenir si possible avec un élu du CSE ou un représentant des salariés si vous n'avez pas de CSE chez vous. Ce n'est pas une obligation, mais on vous y encourage très fortement. Et puis la démarche QVCT, elle met en mouvement en fait un peu l'ensemble des personnes présentes, alors que la démarche de prévention des risques professionnels aura tendance à solliciter quelques compétences particulières et de s'articuler beaucoup entre la direction et la CSSCT si vous en avez une, ou le CSE plus globalement. Donc, ce qui fait qu'on ne fait pas non plus appel aux mêmes compétences dans les 2 démarches. Dans la démarche QVCT, ce qui est demandé, c'est plutôt une qualité d'animateur, des compétences d'animation et de gestion de projet,
Alors que dans la démarche de prévention des risques professionnels, on va aussi avoir besoin de compétences techniques parfois assez pointues, ce qui n'est pas le cas dans la démarche QVCT. Donc, elle est de fait plus accessible au plus grand nombre. Donc, d'où aussi l'embarquement de toute l'entreprise. Voilà, donc la démarche de prévention des risques professionnels, euh, elle a sa raison d'être, évidemment, mais la QVCT, elle vient en complémentarité avec la démarche de prévention des risques professionnels et elle focalise beaucoup sur la prévention primaire, c'est-à-dire on va essayer de faire en sorte que l'organisation du travail même, la manière de manager, la manière d'intégrer, de fidéliser, etc., soit au bénéfice du bien-être et de la performance de l'entreprise dans sa globalité. Voilà, venons-en à l'essentiel, les modalités d'inscription et ce que vous est demandé d'un point de vue financier. À moins qu'il y ait des questions, peut-être prendre 2 minutes, 3 minutes. Ou à la fin, on va peut-être vous montrer les modalités de participation, puis on prendra un temps à la fin pour répondre aux questions. Marion, on ne t'entend pas, tu as ton micro coupé. Oui, j'avais coupé le micro. Merci. Oui, et, je voudrais quand même, voilà, est-ce que pour tout le monde, toutes les notions abordées sont claires? Est-ce que vous avez, peut-être que tu peux revenir sur la slide d'avant, avant qu'on parle justement de modalité de la participation. Ouais. Est-ce que pour vous, tout ce qui a été abordé par Ania est clair sur la QVCT, les risques primaires, les risques secondaires, tout ça, est-ce que c'est clair pour vous? Les risques primaires étant les risques de chute, de brûlure, tout ça. Et puis après, est-ce qu'il y a besoin de revenir sur des notions qui ont été abordées? J'ai vu dans la conversation qu'il y avait PDCA, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Yolande Gauthier a juste écrit PDCA. Non, c'était juste pendant, il y avait une slide, bonjour, c'était pour on retrouvait en fait un système d'organisation, un système de management en fait qui progresse et qui s'améliore continuellement. C'est pour ça que je l'ai lancé, mais personne n'a rebondi. Bon bref, voilà, c'était une petite anecdote. On peut en parler, oui. Alors c'était une slide en fait avant QVCT et PRP qui était diffusée et voilà en fait ça reprend, ça questionne, c'est des démarches très intéressantes parce qu'elles questionnent en fait l'organisation déjà existante des entreprises et après voilà sur des personnes qui ont déjà l'habitude de ces systèmes d'organisation, voilà c'était celui-là exactement. En fait, quand ce système-là est fluide, que tous les acteurs participent bien, sont formés, etc., on a des bons résultats. Et rentrer dans ces démarches-là, ça permet de voir en fait à quel niveau de maturité l'organisation se trouve. Voilà, c'était tout. Ok. Donc, le rôle de l'ANACT et l'ARACT, la QVTC, je ne sais pas dans quelle mesure c'était clair pour vous. Je pense que là, on a apporté un éclairage, ce que c'était, ce que c'était pas. Effectivement, pas confondre avec des notions qu'on entend beaucoup, comme le bonheur au travail, effectivement, l'environnement hyper propice, le baby-foot, les séances de yoga, très bien si ça correspond pas à ça. Mais on voit que l'idée, c'est vraiment de vous montrer que c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. C'est pas que en surface, mais non, c'est tout un travail qui s'inscrit dans la durée, donc progressif, qui s'anticipe et qui embarque en fait vraiment tout le monde. Et c'est pas 2-3 petites actions mises comme ça ponctuellement. Ces actions, elles sont plutôt qui peuvent être très très bien. Il n'y a pas de critique par rapport à ça. Mais c'est surtout que c'est pas suffisant. Que c'est plutôt le résultat de tout un travail qu'on peut faire. Ça peut être le résultat qu'effectivement
parmi tout ce qu'on a anticipé comme risque, il peut y avoir une solution qui peut être la séance de yoga ou la corbeille de fruits ou les moments de pause, etc. Mais c'est plus une conséquence qu'autre chose. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est passé de la QVT à la QVCT, parce que tant que l'ANI parlait de QVT, qualité de vie au travail, on voyait massivement arriver effectivement les séances de yoga, corbeille de fruits, etc. Pas de critique, mais c'est pas l'essentiel de la démarche de QVCT. Elle porte vraiment sur l'organisation, les conditions de travail. Et donc du coup, le C a été introduit, donc qualité de vie et conditions de travail, de manière à rappeler que l'essentiel, elle est là, hein. Il est là. Moi, j'ai juste une petite remarque. Je trouve que c'est extrêmement important de se redire que la QVCT, ce n'est pas la recherche du bonheur des collaborateurs. Oui. Je trouve que c'est essentiel parce que nous ne sommes pas responsables, je pense, du bonheur de nos collaborateurs dans leur vie globale. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, ça va bien au-delà et en même temps, c'est pas ce qu'on entend beaucoup. Où globalement, on va se dire, si on a mis sur la corbeille de fruits et les séances de yoga, ça, pour moi, c'est du surfaçage. C'est pas réellement ce qu'il faut qu'on fasse, mais c'est vrai que souvent, c'est des marqueurs qui, pour les gens, semblent un peu importants. Mais je pense que c'est bien de bien redire ça, quoi. C'est un tout, hein. C'est un tout, ouais. C'est un tout, mais à la limite, quand on a fait tout le reste, qu'on se pose la question de la corbeille de fruits, je veux bien. Mais oui, bien sûr. On peut commencer par ça, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Oui, parce que s'il y a la corbeille de fruits et qu'à côté, il y a un stress monstre, il n'y a aucune prise en compte de tous les autres aspects de qualité de vie, elle sert à, enfin, voilà, c'est juste un élément, hein, la corbeille de fruits. Voilà. Une espèce de greenwashing, hein. C'est comme effectivement écrire sur son site qu'on fait plein de choses pour l'environnement, puis si à côté de ça, on pollue à mort, voilà, c'est c'est du greenwashing. On va passer donc du coup, effectivement, comme le proposait précédemment, sur la partie modalité de participation. Alors, modalité d'inscription et participation financière. Effectivement, il y a une participation financière qui est demandée aux EA pour s'inscrire dans la démarche, pour donc les 12 EA qui vont s'engager. Un financement, parce qu'il y a un financement par appel à projet de la DRETS et qui demande ce cofinancement avec une participation des EA participantes. Voilà, pour avoir ce financement, il fallait qu'il y ait aussi un cofinancement. Donc, on rappelle bien que les diagnostics se feront dans 4 EA et les ateliers pour les 4 EA plus les 8 autres se feront, on essayera en majorité de les faire en présentiel parce qu'on pense que ça sera plus productif. Mais voilà, on verra aussi en fonction des volontés et possibilités de chacun. Donc, on demande, alors les EA, ce qu'on appelle du premier cercle, donc c'est que les 4 EA qui auront un appui individuel sur 2 à 3 jours et qui participent à son atelier, pour les adhérents de l'UNEA, c'est 500 €, pour les non-adhérents, c'est 750. Et pour le deuxième cercle, les 8 EA qui participeront uniquement aux ateliers collectifs, c'est 250 € pour les adhérents et les non-adhérents, c'est 400 €. Après, ce qui est important, c'est vraiment aussi quand on s'engage, c'est de s'engager sur toute la durée du projet, de juin à avril, en sachant que voilà, ça ne sera pas une fois par semaine qu'on va vous demander ça, mais c'est important pour le travail collectif et de groupe en fait, parce que si on commence à aller au premier et puis que finalement on a autre chose à faire au deuxième et puis que finalement il y a plein de personnes qui pensent ça, qu'on est deux, un atelier à deux, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, hein. Dans ce cas-là, ça c'est plus un dialogue. Donc, c'est important si vous vous engagez, de savoir que vous vous engagez sur toute la durée du projet. Marion. Et puis, quand on dit avril 2026, ça sera la restitution. Donc, c'est quand même surtout jusqu'à la fin de l'année. Et puis, contribution aux guides qui seront réalisés par nous, mais sur lesquels on pourra vous questionner. Oui. En termes de témoignages, par exemple, ou de relecture d'un passage. Voilà. Comme ça. Je voulais vous demander, est-ce que dans la partie des 4 EA, je pense qu'il y aura plusieurs personnes de l'entreprise, de chacune des EA qui pourront être… Oui, voilà. Alors que, et dans le deuxième cercle, les 8 EA, est-ce que c'est une personne, plusieurs personnes?
Deux On va personnes. limiter à deux, oui. On va Ok, limiter à deux d'accord. parce que sinon, après, ça risque de faire des trop Oui, gros bien sûr. regroupements. Et le tarif est un tarif par personne ou un tarif par Non, heure? non, pour le A. D'accord. Ok, merci. Pour le A. Pour l'entreprise, oui. Et quand on dit 2 à 3 jours d'appui individuel, ça veut dire quoi exactement? Eh bien, ça veut dire qu'on viendra dans vos locaux pour travailler spécifiquement sur votre projet de démarche de prévention des risques et de QVCT. Quand on va cadrer avec vous un chantier que vous mènerez avec notre appui. Donc, c'est pas nécessairement 3 jours entiers, une grosse journée, genre 9h, 18h, c'est pas ça. Ça peut être découpé en plusieurs périodes de 2 heures, par exemple. Mais c'est vraiment une assistance à gestion de projet, à cadrage, à vraiment à vivre cet embarquement, en fait, de toute l'entreprise dans cette démarche de manière. Ah, c'est top hein, comme démarche. Donc, Et et quand vous posez la question de nombre de participants, par exemple, classiquement, ça dépend un peu des tailles, de la taille de vos ER, mais on va dire un groupe de pilotage d'un chantier QVCT, c'est minimum 3-4 personnes et ça peut monter à 10. Au-delà, ça devient peu Oui. efficace, hein. Mais on travaillerait avec vous sur qui souhaitez-vous solliciter, embarquer dans ce projet. Ce qu'on disait avant là pour les ateliers, quand on disait on peut venir à deux, c'est vrai que si on peut embarquer des CSE, enfin des représentants des CSE, ça nous paraît aussi intéressant de les embarquer aussi pour avoir leur contribution à ce projet. Ça va dépendre de la charge que Oui. ça va générer pour eux. Donc là, on aura besoin aussi de se dire, bah voilà, est-ce que c'est une fois par mois, 2 heures, une demi-journée, une journée complète? Ça va vraiment intervenir parce que souvent les CSE, du coup, bah, ils disent oui, ça nous fait beaucoup de choses en plus. Mais ils sont Donc, intéressés, évidemment qu'ils sont intéressés. le format, pour que ce soit productif, c'est 3 heures d'atelier auquel il faut ajouter vos temps de trajet si on fait en présentiel à Lyon. Et si on fait en présentiel à Lyon, ce sera Lyon 7, Biotière dans nos locaux. Mais Avec quelle fréquence? en fonction de ceux qui seront dans le projet, ça sera peut-être aussi ailleurs, hein. On Quelqu'un veut choisira. bien nous accueillir avec plaisir aussi, oui. Ouais. Et la fréquence, vous la voyez comment? Alors, on s'était dit un premier atelier en septembre, un deuxième en octobre, mais en épargnant la période des vacances scolaires, et un troisième plutôt sur décembre. Donc, Ok, c'est 3 merci. ateliers de 3 heures. Ça paraît pertinent pour embarquer un CSE. Oui, on est bien conscient qu'on peut pas. On doit limiter, on doit limiter. Mais après, ça demandera aussi certainement aussi pour que les ateliers soient productifs et pertinents, peut-être une petite préparation. Parce Moi, que je c'est vais vrai vous qu'on vient en ayant un peu préparé le sujet, on est plus efficace, on avance plus que si on doit le faire pendant ces 3 heures-là. Bien Les sûr, mettre vraiment à profit. bien sûr. Je vais vous prier de m'excuser parce que je vais être dans l'obligation de quitter la réunion. Toutefois, je voulais vous partager une réflexion. Je suis très, très récent sur mon poste et sur une EA et des ESAT où il y a beaucoup de choses à construire. Et nous sommes en ce moment sur des groupes de travail de rédaction d'une charte institutionnelle de bientraitance. Et pour moi, la QVCT, ça fait partie, c'est un des corollaires de la bientraitance. Donc, on va commencer, nous, par faire ce travail-là, qui est un travail préliminaire, à mon avis, et on rejoindra sûrement peut-être dans un autre phasage dans le temps le groupe de travail que vous proposez, parce que j'imagine que c'est une opération qui risque d'être reconduite vu les besoins de terrain. Ouais, ça, on peut pas s'y engager, on verra. Bien sûr. On verra. Donc, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Merci. Merci à vous. Et on commence à dépasser un peu le temps prévu, donc du coup,
les participants qui doivent nous quitter. Donc, dans la foulée de cette présentation, on va vous envoyer les supports. Et on va également vous transmettre le lien d'accès au questionnaire en ligne, qui a donc ces 3 finalités. C'est déjà connaître un peu mieux vos préoccupations en matière de prévention, où est-ce que vous en êtes, etc., les freins, les leviers que vous actionnez. Donc, ça va nous permettre d'afficher des titres plus précis pour chacun des ateliers, pour trouver vraiment les thématiques qui rencontrent les besoins de la plupart d'entre vous. Et puis, troisièmement, vous aurez l'occasion, du coup, de faire part de votre candidature que nous espérons, enfin, on espère que de nombreuses EA souhaiteraient embarquer dans ce joli projet. Ouais, On a si tu la veux place mettre pour 12. si tu veux mettre du coup la page suivante qui explique Oui, ça justement. pardon. On va vous envoyer le questionnaire qui sera à rendre pour le 13 juin plus tard, et puis pour vous pouvoir être en mesure de vous faire un retour en juillet. Et puis il faudra voilà, une fiche d'inscription et le règlement pour valider en fait cette. Donc, dans l'idéal, avec les 4 EA du cercle en série là, qui auront un appui individuel, on pourrait envisager, en fonction de vos disponibilités, de faire un premier rendez-vous en juillet. Ouais. De cadrage, je pense. Mm. Mieux vous connaître, sur quoi vous souhaitez travailler et mettre les choses en route. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Remarques? Non, je trouve ça top, hein, parce que c'est vrai que même si on est petit, nous on est 45 maintenant, mais malgré tout, on se pose souvent des questions et on se sent assez isolé sur ces thématiques-là. On essaye de faire au mieux. Maintenant, on n'a pas la vérité unique et je trouve que c'est vraiment pertinent. Merci Oui, pour moi ce aussi, je trouve ça très intéressant. Merci beaucoup. Voilà, moi, c'est une petite structure aussi. On est une petite trentaine et je suis un peu stressé, moi, à l'idée de toucher à l'équilibre, en fait. Donc, c'est toujours, voilà, dans quelle mesure on est prêt à toucher quelque chose qui fonctionne, qui est imparfait, voilà. Donc, ça mérite réflexion. Ouais. Tu as Très raison, bien. tu as raison. C'est vraiment aussi, enfin, un des principes de la démarche, c'est de pérenniser et de laisser, entre guillemets, tel quel ce qui fonctionne et de travailler là où on peut encore S'améliorer, essayer, s'améliorer, bien changer sûr. des choses. Oui, mais si vous venez, vous allez forcément voir des choses. Vous allez dire, c'est pas bien. Enfin, il y a forcément des choses qui vont apparaître, des manques. Et, euh, et après, il faut être, voilà, faut accepter l'idée de modifier quelque chose, encore une fois, qui fonctionne. Mais oui, oui, non, mais c'est très Oui, intéressant. mais comme Accepter de le disait, modifier ce qui ne fonctionne pas. et puis comme le disait Anya, on va pas tout faire en même temps. Mm. On va peut-être faire des choses en année 1, en année 2. Enfin, on peut pas tout faire d'un coup non plus, hein. C'est vrai. Ah non. Faut que ça soit à la portée, quoi, de l'entreprise, hein. Mm. Faut pas avoir suffisamment d'ambition, mais pas trop non plus. Ouais, Agnès l'a bien précisé, hein, dans ce que c'était, ce n'était pas la révolution d'une organisation. Faut pas, c'est vraiment pas le but. Non. Le but étant beaucoup plus une démarche continue d'amélioration qui peut effectivement pointer des choses qui sont, bah, ouais, comme tu dis, Antoine, qui iraient moins bien, mais qui peut-être sont liées à un contexte, sont liées à des choses. Et puis voilà, ça veut pas dire spécialement qu'il faut le changer. Après, sauf si on est vraiment dans un gros risque. Mais peut-être voir aussi, peut-être pas le changer tout de suite, mais l'avoir en tête quand même. L'avoir en tête que ça correspond aujourd'hui à une équipe et à une organisation et que demain, on peut être plus en risque avec des personnes qui adhèrent pas à ça. Il y a une chose aussi à prendre en compte, c'est que dans nos structures, nous, on a le cas de cette fameuse personne que j'évoquais tout à l'heure, on les embauche, ils sont déjà en risque tertiaire.
Mm. Donc, dès l'embauche, on est en risque tertiaire. Donc, même si on fait tout ce qu'on peut en termes de prévention, ils sont déjà à l'étape, je dirais, la plus dangereuse pour eux Mm. et pour nous. Ouais, bien sûr. Mais tout à l'heure, quelqu'un disait en introduction que la prévention des risques, c'est l'écoute du terrain. Et ça, Oui, c'est c'est vraiment moi. aussi une étiquette qu'on peut coller sur la démarche QVCT. C'est Ouais. écoutons le terrain, Mm. allons travailler avec ceux qui font le travail. Euh, C'est pour ça signaux qu'on dit que faibles, c'est j'ai entendu signaux faibles. Donc oui, effectivement, c'est se Tout mettre à à fait. l'écoute et Mm. les salariés. c'est pour ça que sur la démarche d'appui individuel, qu'on dit bien qu'on veut venir dans vos entreprises pour justement venir écouter, enfin, l'écoute du terrain, quoi. Bien sûr. Parce qu'après aussi, il y a que on est tous comme ça dans notre quotidien aussi, on est tous le nez dans le guidon, il y a peut-être des choses qu'on voit pas ou qu'on voit plus. Mais c'est vrai qu'il faut le manier. Alors là, c'est pour répondre un peu à Antoine, avec précaution. Nous, après le Covid, pourtant, on avait fait des concours de cuisine, on avait fait de la formation des salariés, on avait tous les salariés au moins une fois par semaine au téléphone, on allait parfois chez eux leur porter des choses. On avait fait pas mal de visios, enfin bref, voilà. Après, moi, j'ai voulu faire une mesure de l'état d'esprit des salariés. Et malheureusement, je suis partie avec une professionnelle qui n'était pas assez pro, je pense, dans le domaine. Et elle a voulu absolument que tous les salariés sortent du négatif, y compris des gens qui n'en avaient pas et qui ont dit, bah non, l'entreprise s'est défoncée pour nous, merci à eux. Oui, mais il y avait sûrement du négatif. Et une fois qu'elle a essayé de sortir que du négatif, elle n'a pas été dans la démarche de dire, bah voilà, s'il y a eu des choses qui étaient à revoir, quel est maintenant le plan d'action pour qu'on aille sur du positif. Et il ne faut pas que ça s'arrête au milieu du gué. Et c'est effectivement des ateliers où on doit proposer des solutions, être proactif pour pas que ça perturbe le fonctionnement de l'entreprise. Parce que la France, on sait qu'on a des râleurs, on a des gens qui critiquent tout le temps, et que du coup, ça ne doit pas être non plus une sorte de défouloir pour ne mettre en évidence que ce qui ne va pas. Il faut aussi mettre en évidence ce qui va. C'est comme nous, quand on dit à nos salariés, bravo, vous avez fait ça bien, mais attention, ça, c'est pas bon, vous n'avez pas à dire ça à un client, etc. Il faut mettre en avant le positif et le négatif, les deux. Oui, alors on a d'autres slides sur lesquels était inscrit faire une démarche QVCT, c'est pas ouvrir un bureau des pleurs. Exactement. Voilà. Très bien. Merci. On est d'accord. Non, fêtons nos succès aussi, bien sûr. Ça fait Et partie voilà, tout à fait. du sens au travail aussi. Exactement. Mais c'est vrai que le réflexe, quand on travaille sur une démarche d'amélioration, on va peut-être aussi toujours partir de ce qui ne va pas pour l'améliorer. Mais c'est vrai aussi, et c'est un peu notre propre fonctionnement. C'est bien aussi de partir de ce qui va pour Bien s'appuyer sûr. dessus. Pour Tout s'appuyer à dessus. fait. Il n'y a pas d'autres questions, remarques? C'est assez clair. J'ai juste une Ah, question. c'est bon, oui. Peut-être que vous en avez parlé, mais j'ai pas, j'ai loupé quelque chose. En termes de livrable à la fin du projet, chaque EA qui aurait participé à l'élaboration de ceci va avoir un plan de prévention unique et personnalisé, ou c'est Ah, moi, c'est l'idée, pas c'est ça. de faire un plan de prévention commun Bon, on ne peut pas faire le plan à de mettre en prévention place en EA? commun. Non, ça, on l'a bien dit qu'on ne ferait pas le DURP pour vous. Non. En revanche, il y aura des partages sur vos DURP, des réflexions, peut-être des conseils, des avis. Mais non, non, on peut pas faire ça. C'est pas le même Mm. travail. Non, mais pas uniquement sur le DURP, j'entends bien, bien sûr, Ou un plan de mais prévention. sur le plan de prévention, justement, de cette démarche-là. Mm. Bah, il y aura un peu ce qu'on appelle des bonnes pratiques, des tips, voilà, mais il y aura, parce qu'en fait, un plan de prévention, il est quand même vachement propre à chaque organisation. Donc, en Mm. fait, il y aura peut-être plus les questions à se poser pour faire un plan de prévention. C'est un peu Et- vous outiller pour que vous puissiez mener Oui, en fait, l'idée, la c'est qu'on démarche. soit outillé pour que nous, Voilà. après, on puisse rédiger notre propre plan de prévention.
Exactement. Vérifie. Plus vous mettre en capacité de faire que faire à votre place, en fait. Ok. Et sur les fiches, les choses comme ça qui seront diffusées après à toutes les EA, c'est qui est-ce qui prend en charge la réalisation technique des fiches? Ah bah c'est nous. C'est vous, hein? D'accord, ok, non, non, mais pour C'est savoir, hein. nous. Après, par contre, ça sera le fruit du travail qu'on aura fait en commun. Et puis c'est vrai que, comme dit Ania, il y aura certainement une relecture, voilà, Oui, oui, bien sûr. peut-être des petits questionnements pour est-ce qu'on n'a rien oublié? Mm. Est-ce que ça traduit bien? Est-ce qu'on n'a rien oublié? Mais non, ça sera non. On vous dit à bientôt par questionnaire interposé.